Bon, je vous propose qu'on commence. Je m'appelle Philippe Marcel, moi je suis directeur technique Captronic. Captronic, c'est une association loi 1901 qui existe depuis 30 ans, qui aide les entreprises PME, TPE à mettre de l'électronique et des systèmes embarqués dans leurs process et leurs produits. Voilà, donc on est national, on accompagne les entreprises dans leurs projets. Alors aujourd'hui, vous avez le titre de la table ronde. On va commencer, je propose qu'on va commencer par faire un petit tour de table des intervenants. Après, je demanderai à Christophe qui nous décrive un cas d'usage, puisqu'il est là pour nous expliquer un petit peu ce qu'il a fait, et puis un cas d'usage. Et puis après, on aura des questions, et puis on pourra basculer sur les questions au fur et à mesure de la salle. Il n'y a pas de souci. Donc si vous avez une question, après, n'hésitez pas à lever la main, qu'on puisse prendre la question. Benjamin, je te laisse te présenter. Donc, bonjour, Benjamin Jude. Donc, je travaille pour une société qui s'appelle Schneider Electric. Je m'occupe plus particulièrement au sein de cette société de ce qu'on appelle un segment Consumer Package Good. On regroupe la pharma, l'agroalimentaire et la cosmétique. Et vous vous doutez bien que dans cette industrie, il y a beaucoup de besoins de traçabilité sur l'ensemble de la supply chain. Donc, on est pile poil dans le sujet. Voilà, j'ai rejoint le groupe il y a 16 ans maintenant. Et avant ça, j'ai fait 15 ans d'intégration de systèmes pour des clients divers et variés, de Danone à Sanofi, AstraZeneca, etc. Toujours un petit peu dans le domaine du software, de l'automatisme et de la traçabilité. Voilà. Merci. Christophe ? Bonjour, Christophe Bruyère. Moi, je suis le dirigeant de Revillet. C'est une petite entreprise lyonnaise qui existe depuis 1948. J'ai racheté cette entreprise en 2012 après avoir été 20 ans salarié. On est à 14 km de Lyon, on est une dizaine de salariés, on fait un petit 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand on a racheté, on faisait 400 000. On a un objectif de dépasser les 5 millions à court terme. Et on est tricoteur et confectionneur, on fabrique des emballages textiles pour l'industrie de la viande. Les grosses chaussettes que vous voyez sur les carcasses de viande, généralement, ça vient de chez nous. Et puis, on fabrique aussi tous les équipements de protection individuelle. Donc, c'est les gants anti-coupure et tabliers pour les salles de découpe, notamment. Alors, découpe de viande, de poisson, de légumes, etc. Et on vient de déménager. On a une toute nouvelle usine qui vient de se construire il y a 2 ans. Et nos clients nous poussent à la RFID. Donc, c'est pour ça que Philippe m'a demandé d'intervenir. Voilà. Tu nous expliqueras ton projet précédent après. Yacine ? Bonjour à tous, Yacine Essali, donc société IBM. IBM, certains d'entre vous peuvent connaître, petite start-up technologique. Et particularité, c'est qu'IBM est une société qui a un siècle, plus d'un siècle, et qui a une supply chain centenaire aussi. Et que de l'autre côté, c'est un des déposeurs de brevets premiers dans le monde, et fournisseur de technologies. Donc ça montre aussi l'application de ces technologies dans sa propre supply chain et les transformations qu'on a pu avoir au fur et à mesure des années. Et je m'occupe particulièrement de solutions supply chain, blockchain, infusées par de l'IA, par de l'intelligence automatisée, etc. Merci. Donc comme vous voyez, il y a 2 grosses sociétés quand même. Et une TPE. Donc je propose qu'on commence par la TPE de Christophe pour qu'il nous présente le projet de traçabilité qui a été mis en place. Alors, nos clients, c'est malgré tout des grosses structures qui s'appellent Bigard, Socopa, Charal, Copperle, tous les grands noms de l'agro. Et on développe avec eux des équipements de protection individuelle sur mesure, allant jusqu'à la dépose de brevets. Il y a 3 ans, on a déposé 2 brevets. Bon, on n'arrive pas au stade d'IBM, mais on dépose aussi de temps en temps des brevets. Et puis, parce qu'on part toujours d'un besoin terrain pour fabriquer un produit. Et ils nous ont demandé d'intégrer une puce RFID dans leurs équipements de protection individuelle. Alors, on a travaillé avec Essissar et puis avec Philippe. Parce que nous, on n'a pas les capacités ni le réseau pour attaquer ce type de processus. Ils avaient une problématique majeure. Nos gants sont bourrés d'inox.
il fallait qu'il y ait une lecture de masse. Quand les gants arrivent, il fallait qu'ils puissent lire au moins 150 gants d'un coup. Il fallait une très bonne résistance au lavage et au sèche-linge. Il fallait une inertie du produit pour conserver l'aptitude au contact alimentaire. Il fallait un prix puce comprise qui soit inférieur à 2 €. Un gant, ça vaut à peu près entre 8 et 10 €. Et puis il fallait que ce soit fiable, parce qu'il fallait que ça résiste au moins à 50 lavages à 90 degrés et qu'il y ait une performance de portée qui soit assez importante pour qu'on puisse aussi le lire d'un smartphone. Donc au bout de 6 mois, on a trouvé les solutions, on a pu les intégrer à nos gants, on a fait des tests sur le terrain, chez Agromousquetaire notamment, qui est un partenaire sur ce dossier. Donc, ce qui en est ressorti, il n'y a pas que la traçabilité, c'est aussi la facilité, bien sûr, des flux et des stocks, puisque le carton de gants arrive et il est, entre guillemets, scanné et directement incrémenté sur leur ERP, donc il n'y a pas besoin de saisie. Ce qui leur a plu aussi, c'est qu'ils peuvent affiner leur coût de revient. Par exemple, sur un poste de désossage, ils ne savaient pas exactement combien durait un gant anti-coupure. Donc là, aujourd'hui, ils peuvent affiner la durée de vie, la longévité d'un gant. Et dans l'industrie, dans l'agro-industrie, c'est tout au 10e de centime. C'est la chasse au centime. Et puis des coûts cachés qu'ils n'avaient pas estimés, qui étaient le vol, le gaspillage, qui finalement représente chez eux 17%. Donc quand vous consommez pour 100 000 € de gants, ça fait vite de l'argent. Donc en installant des portiques et des détecteurs, il y en a qui jetaient des gants qui étaient encore bons, il y en a qui partaient avec les vendre le dimanche sur le marché. Donc tout ça s'est stoppé. Et puis la dernière chose qui est aussi un coût caché, c'est la sécurité au travail et les accidents du travail. Une coupure, c'est en moyenne 3 semaines d'arrêt, et ça coûte à peu près 10 000 € à une entreprise. Mais ça peut être lié à un gant qui n'a pas été jeté parce qu'il était trop usé. Donc on sait qu'au bout de X 50 lavages en moyenne, le gant a encore ses capacités mécaniques à résister à un coup de couteau. Et là, on avait aussi intégré un compteur dans la puce RFID. À chaque fois que ça passait à la laverie, que ce soit chez Elis ou en interne, ça décomptait un nombre de lavages. Et au 50e lavage, le gant était sorti du réseau. Donc on est sur Agromousquetaire à aujourd'hui, on est à 0 AT depuis 4 ans. Donc un gant usé, c'est un gant qui ne sert strictement à rien. Donc voilà un petit peu comment a été accueilli notre système RFID chez des clients comme Agro ou Bigard. Donc il n'y a pas que la traçabilité, la puce RFID, elle va bien au-delà. Voilà, je peux peut-être commenter un petit peu sur qui intervient dans la chaîne de valeur, parce que oui. C'est vrai que comme ça on fera le lien avec la... Alors la chaîne de valeur, nous on intervient en fait, nous on fabrique le gant et on pose la puce et on commercialise le gant pucé. Mais après, bien évidemment, vendre des antennes, un rider, intégrer un système de lecture, ça on ne sait pas faire. Donc là, on oriente vers des partenaires que tu connais, Invengo pour les puces, CIPAM pour les lecteurs, etc. Donc là, on n'intervient plus, nous. Nous, on est des textiliens purs. Après, c'est plus notre job. Et en termes d'usage, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va compléter sur la découpe. Vous avez effectivement le client qui peut être Bigard. Vous avez des tâcherons qui ne sont pas forcément des salariés de Bigard, qui viennent, qui sont des indépendants. Donc ils viennent pour découper à la journée. Et donc ils ont aussi une chose que tu n'as pas dite, c'est qu'il y a des tailles de gants. Oui. Donc de la taille 5 à 13. Ouais. Voilà. Donc il faut savoir qui porte le gant, dans quelle zone de découpe, parce qu'il y a des zones blanches, des zones grises, etc. Donc ils ne peuvent pas se passer d'une zone à l'autre, donc il faut détecter ces passages-là. Donc ça veut dire, et puis il y a les laveries, tu l'as dit, c'est encore un intervenant différent. Donc sur la chaîne de valeur, en termes d'usage de la traçabilité dans le processus classique, là, vous avez au moins 4-5 personnes, plus Révillé qui est fabricant.
Voilà, donc, et ça fera le lien avec tout ce qui va avec. Et là, je vais me tourner vers Benjamin. Tu vas prendre la suite pour rebondir sur cet exemple-là et attaquer un petit peu sur les... Oui, à travers l'exemple de Christophe, on voit qu'il y a des technologies qui ont émergé ces dernières années pour enrichir la traçabilité, mais ça va au-delà d'une puce RFID, c'est l'arrivée de l'IoT, le cloud, la blockchain, tout un tas de technologies qui ont émergé ces dernières années. Et la traçabilité qui était cantonnée jusqu'à présent à la traçabilité usine, on voit bien qu'elle déborde complètement. Donc dans mon domaine particulier qui est l'agroalimentaire, on parle de traçabilité de bout en bout, de la ferme à la fourchette, et on voit bien qu'on a besoin d'embarquer un consortium, un nombre d'intervenants beaucoup plus important. Si vous voulez maintenant tracer un produit, il faut effectivement connecter par exemple des fermiers, connecter les logisticiens, connecter les retailers de type Carrefour, Walmart pour diffuser un petit peu cette traçabilité. Donc il y a la technologie qui a vraiment évolué, les habitudes des consommateurs sur certains produits. Alors là, moi, je vous parle plutôt de produits de grande consommation. On a un souci maintenant de plus en plus de transparence, d'éthique, et bien évidemment la traçabilité derrière qui en résulte. Et puis beaucoup de choses liées à l'environnement, à la protection animale, tout ce qui est lié, je dirais, aux émissions de carbone, etc. Donc la traçabilité dépasse grandement ce qu'on imaginait avant, le dossier de l'eau sorti d'une usine, issu d'une recette de fabrication. C'est bien plus complexe que ça maintenant. Voilà. Le seul commentaire, c'est que maintenant, il n'y a plus de frontières. On ne parle plus d'usines, d'entrepôts, de linéaires, etc. Tout est ouvert. L'usine aussi, elle est obligée de tracer les produits de ses fournisseurs, même de la matière première. Ou quand on parle d'électronique, il faut aller tracer la mine à partir de laquelle le nickel a été sorti, etc. Et donc, on se retrouve avec des produits qui sont de plus en plus complexes. Et même dans l'agroalimentaire, il y a plein de composants, il y a plein de choses qui interviennent, et la régulation mettant une pression sur les normes, sur les contraintes environnementales, le consommateur qui lui aussi maintenant il est en quête de sens. Donc le Covid a mis un bouleversement dans les comportements d'achat B2B ou B2C, et qui font que beaucoup regardent en détail. On a vu les Yuka, Nunco, il y a même des marques qui se sont créées, c'est qui le patron, c'est voilà, des choses qui justement bouleversent cette notion de j'ai des silos, la production, l'entreposage, etc. Et puis la notion de traçabilité devient, je dirais, quelque chose de clé même pour les opérations d'entreprise, parce que tout est devenu compliqué, et donc il faut pouvoir tracer pour savoir optimiser ses flux de production, ses approvisionnements, ses stocks d'encours, de produits finis, etc. Et ça devient un sujet global tout de suite, et ce n'est plus juste porté par un directeur des opérations ou supply chain, etc. C'est ça qui est intéressant. Benjamin, on peut peut-être parler, on prend le titre, là on a déjà mis la supply chain en place, c'est-à-dire on va regarder la traçabilité. La partie numérisation, avant de parler de ROI. Oui, alors on voit bien qu'on a une multitude de données collectées, diverses et variées. Le champ des possibles en termes de coûts s'est agrandi, mais le champ des possibles en termes de retour sur investissement s'est agrandi également. C'est-à-dire qu'on a souvent besoin d'investir un petit peu plus dans les capteurs, dans les logiciels pour collecter les données, et d'avoir des données de qualité, c'est souvent assez problématique. Donc il faut souvent avoir des capteurs intelligents. Donc il y a effectivement, quand on veut aller très très loin dans la transparence et la traçabilité, des coûts qui interviennent. Mais on s'aperçoit aussi que quand on cherche à pousser très très loin la traçabilité, la qualité s'améliore. Donc automatiquement, par effet levier, en fait, on a souvent une meilleure productivité, en tout cas moins de déchets, une meilleure qualité de produit. Ça, c'est un axe de ROI important. Sur un certain nombre de produits, avec une traçabilité, et surtout sur la chaîne logistique, on peut éviter des choses comme les marchés parallèles, les marchés gris, les contrefaçons, une meilleure optimisation de la logistique, une meilleure optimisation des stocks. Donc encore une fois, cette vision un peu 360, nous on parle souvent de passeport digital produit, encore une fois de bout en bout, de la ferme à la fourchette, pour revenir sur mon exemple agroalimentaire, va vous ouvrir des optimisations et des retours sur investissement
qu'on ne soupçonnait pas. Et puis pour rebondir sur ce qu'a dit Yassim, effectivement, les augmentations de ventes liées à la communication vers l'extérieur par le marketing d'une meilleure traçabilité, donc un meilleur sourcing de vos matières premières, une meilleure éthique, etc. Effectivement, les ventes, si vous avez une bonne traçabilité, que vous en êtes fier et que vous voulez la communiquer vers l'extérieur, à travers des Yuka, des Nutri-Score et autres, vous allez aussi augmenter vos ventes. Donc, des sources de coûts d'un côté, effectivement, bien évidemment, mais beaucoup plus de sources de retour sur investissement qu'avant. Et Yacine, en termes de numérisation aussi, et de, voilà, j'allais dire, d'avoir la data sur toute la chaîne. Oui, c'est un grand sujet qui, comme on dit en anglais, c'est une journée, c'est un voyage qui a commencé depuis un certain moment, qui ne s'est pas terminé. Et lorsqu'on parle de numérisation, déjà, un mot qui peut paraître barbare pour certains, mais l'EDI en tant que tel, c'était une des technologies de numérisation des transactions entre les fournisseurs, les clients, etc., et qui est implémentée, mais pas partout. Et donc, pourquoi ? Parce que souvent, c'est vu comme un coût. C'est les grands clients qui imposent aux fournisseurs de faire de l'EDI pour numériser les factures, les bons de commande, les avis d'expédition, etc. Mais parce qu'il n'y a pas de communication. Pour moi, mon point de vue, c'est au-delà de la technologie, c'est vraiment un sujet qui nécessite, c'est un sport d'équipe qui nécessite beaucoup de communication. Quand on implique les parties prenantes, quand on leur explique au-delà de l'investissement ce qu'ils vont y gagner, chacun dans son segment, chacun dans son profil, ils partagent de l'information. Et donc cette information, pour qu'elle soit partagée de confiance et éviter qu'elle soit falsifiée, altérée, etc., ils font un support numérique. Et dans les supports numériques, il y a un certain nombre de technologies. Dans la blockchain apparaît comme étant la plus appropriée. Mais cette numérisation, il y a des socles dans les entreprises, mais par manque ou défaut de communication avec chacun des profils, on considère toujours la numérisation comme un centre de coût, alors que les ROI, il y en a partout. Il n'y a pas un seul grand ROI. Dans l'entrepôt, la numérisation va générer des ROI spécifiques, dans la prod, dans la logistique, la gestion de l'inventaire. Et au final, le patron d'entreprise, lui, si on lui dit ça va fluidifier le BFR, là, il va écouter. Mais derrière ça, il y a tout un tas de petits pas à faire en termes de ROI. Mais c'est beaucoup d'accompagnement, je dirais, là-dessus. Surtout qu'on peut voir, il y a encore des sociétés où la traçabilité est papier encore. Donc, c'est vrai, quand on parle de supply chain, d'entreprises étendues, de digitalisation, il y en a peut-être qui, pour l'instant, se disent j'ai encore du travail à faire, quoi. Donc, une réaction sur ce travail à faire, justement. Oui, peut-être. Alors, nous, on a cet avantage, un petit peu comme IBM, d'être industriel nous-mêmes, donc avoir 200 usines, une centaine de centres logistiques, donc d'avoir les mêmes contraintes de traçabilité avec les notions de coût et les notions des ROI qu'on a évoquées sur nos propres usines. Et donc, pour nous, cette aventure de la traçabilité, c'est vraiment de la transformation digitale. Et je disais ça en préparant la réunion, c'est sans doute peut-être une des raisons du fait que Schneider sponsorise le marathon de Paris. Pour moi, la transformation digitale d'une entreprise et la traçabilité associée, c'est un véritable marathon. Dans le sens où c'est accessible à tous. Alors effectivement, il faut être quand même à peu près en bonnes conditions, mais si vous êtes guidé, si vous êtes coaché, si on vous évite de partir trop vite, si on vous évite de vous blesser parce que vous faites des exercices trop ambitieux ou trop vite, vous allez atteindre la ligne finale. Et la traçabilité, ça peut être vu comme quelque chose d'assez monstrueux en fait, et surtout quand on l'évoque là, d'aller connecter ses fournisseurs, les logisticiens, aller communiquer ces données avec les gens du retail ou les gens de la grande distribution, ça peut être vu comme quelque chose de complexe. Et donc une source de coût, c'est une mauvaise implémentation de la solution, une complexité liée à l'implémentation de la solution. Donc il y a un bon nombre de gens qui ont l'habitude de vous engager dans cette transformation digitale et qui vont vous éviter de tomber dans ces pièges, arriver à cibler avec vous quelle ligne de produit il faut cibler en premier lieu, quelle machine est à équiper, et petit à petit, vous allez franchir les 5 km, les 10 km, le fameux mur des 30, et vous allez franchir cette fameuse ligne des 42 km à la fin. Donc un exercice de longue haleine.
Je n'ai jamais vu sur toute ma carrière, qui fait maintenant presque 30 ans, quelqu'un faire, je dirais, du one-shot sur de la traçabilité. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, et les ROI, pareil, reviennent et s'inscrivent dans le temps également. Christophe, un commentaire? Nous, on est encore au papier. Mais parce que le tissu industriel français, c'est beaucoup de petites entreprises, de moins de 10 personnes. Et notre journée, on la passe à produire et aller chez les clients pour prendre des commandes. Et la traçabilité, bien sûr, mais elle est encore écrite, un petit peu informatisée. Ça va jusqu'à l'étiquetage. Mais on a encore du chemin à faire. On aimerait le faire, mais il faudrait travailler le dimanche. Et le dimanche, bon, voilà, donc c'est vrai que ça s'inscrit dans le temps. Mais qu'il y a des solutions en plus pour les petites entreprises qui existent, qui sont assez simples à mettre en place. Et quand on a des process courts, c'est assez facile. Mais après, c'est quand on empile les opérations, là, ça se complexifie un petit peu. Mais oui, il y a encore du papier. Donc après, bon, on va parler de ROI, tu en as parlé un petit peu. Est-ce qu'il est mesurable facilement? Est-ce que voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Alors oui, il y a un certain nombre de facteurs qui sont mesurables. Vous avez une contamination et un rappel produit, n'importe quel industriel peut vous estimer rapidement que ça peut chiffrer en millions d'euros. Donc, alors que l'investissement pour une traçabilité a du mal à arriver à cette valeur-là, où il faut aller très très loin. Donc oui, il y a des choses qui sont parfaitement mesurables. Après, là où on a un peu plus de difficultés, c'est une bonne traçabilité. Si elle est bien travaillée d'un point de vue marketing, ça génère potentiellement de l'augmentation de vente. Ça, c'est un petit peu plus complexe. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui sont directement mesurables. Hein, je dirais la productivité sur les lignes, la réduction des déchets, etc. Ça, c'est difficile. Enfin, c'est facilement mesurable sur les lignes. Après, l'augmentation des ventes, c'est un petit peu plus lié à l'impact d'une meilleure traçabilité, c'est sans doute un petit peu plus complexe. Voilà. La contrefaçon et les marchés parallèles, c'est pareil, c'est assez facilement mesurable. Donc il y a plein de facteurs qui sont assez facilement, je dirais, mesurables. Mais en fait, le sujet il est tellement vaste. On parle de supply chain, c'est en fait toute la chaîne de valeur, donc ça implique tout le monde. Et lorsqu'on parle de ROI sur la supply chain, c'est un peu... voilà, on n'a rien dit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recul à prendre, à se dire, d'abord, je dois matérialiser les irritants. Quel impact business j'ai? Qu'est-ce qui, lorsque ça arrive, ça mobilise des ressources, ça empêche de dormir la moitié de mon équipe, etc. Et c'est à partir de là, en identifiant ces irritants-là, qu'on identifie quelles sont les solutions, les technologies, les personnes et les données associées qui vont permettre de résoudre ça. Et donc, c'est comme ça qu'on dresse un peu le focus pour pouvoir éviter de se disperser, parce que de toute manière, pour optimiser la production ou la productivité, il y a plein d'investissements à faire partout, dans la logistique, etc. Mais chaque entreprise dans son secteur d'activité, selon son écosystème de fournisseurs et de clients, va avoir un irritant qui va être en fonction de sa maturité digitale, en fonction de ses process propres, etc. Et c'est pour ça que pour moi, je remets l'emphase sur cette notion d'accompagnement pour pouvoir prendre du recul et identifier les irritants. Mais là encore, les irritants, c'est chacun, lorsqu'on va parler avec chacun des profils, va dire moi j'ai un problème là, j'ai un problème là. Mais c'est sans prisme de lecture. Mais lorsqu'on prend un peu de hauteur, on se rend compte que la root cause, elle est peut-être ailleurs. Et c'est à partir de là qu'on commence à travailler sur les solutions. Et c'est à partir de là où les ROI se dégagent tout de suite. Parce que voilà, c'est un peu comme lorsqu'on identifie un mal, on fait un diagnostic, etc., c'est déjà quelque chose de très positif. Donc c'est vraiment un process de cheminement dans le sens, un mindset qui est différent de ce qu'on a pu vivre avant. C'est j'achète quelque chose, il faut que ça me ramène de l'argent. Mais il y a un process intellectuel à faire avant que je trouve qu'on n'a pas encore l'habitude de faire, mais qui entre dans les mœurs des entreprises de plus en plus. C'est vrai que tu parles, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a un process qui est de dire, d'abord, je vais faire une petite aparté, c'est qu'on parle beaucoup de data, on parle beaucoup de données, mais ce qui intéresse finalement, in fine, l'entreprise, c'est des informations, ce qui est deux choses complètement différentes. Une information, c'est quelque chose qui va permettre de prendre des décisions, et c'est construit à partir de data
qui sont dans un contexte. Donc là, trop souvent, on nous parle de data, on nous parle de données. Et la première chose qu'on fait pour travailler avec les entreprises, c'est de voir quelles sont les informations qui sont utiles. Qu'est-ce qui va transformer leur business, leur stratégie. Et avant de parler de techno, hein, on oublie la techno, on parle d'information. Donc ça, je pense que ça remet le cœur de métier dans la problématique. Trop souvent, effectivement, Yacine, on nous dit on voudrait une techno RFID, on voudrait me faire ça. Mais on ne sait même pas pourquoi. Hein, souvent, oui. Voilà. Je suis fournisseur de techno, mais je ne pousse pas à ce que ça soit la techno d'abord. Parce que mais souvent, je dis ça chaque fois que j'ai des clients, des prospects, des partenaires, etc. Je dis qu'il ne faut pas avoir la vision technocentrique. Parce qu'à chaque fois, on est un peu victime enfin, c'est un pays de tourisme, hein, mais on est victime de tourisme technologique. On entend parler d'IA, on va faire de l'IA, on va faire de tourisme IA, on va tester, faire des trucs, ok, c'est dans le tiroir. On entend blockchain, on va faire de la blockchain, allez, un projet IoT, il faut que je puisse faire mon projet IoT. Et c'est toujours cette logique, c'est dans le tiroir parce qu'il n'y a pas de business case, il n'y a pas de business model, c'est technocentrique. Et ça, c'est connu. Hein, on est un peu d'ingénieurs, on fait le Minitel, on fait des choses, mais passer à l'échelle, c'est toujours d'autres qui font. Et c'est pour ça que c'est un mindset. Et je milite beaucoup à ce qu'on puisse changer ce mindset. Et on commence à le faire, même en France. Hein. Je fais un clin d'œil à mon ami Marc de ce qu'on a fait justement sur cette notion de traçabilité des palettes, en réunissant les industriels, tout l'écosystème autour de l'agroalimentaire, entre les Picard, Auchan, Carrefour, autour de la même table et les faire converger vers une cause ou un but commun. Et ça, c'est que de la communication, c'est de la gestion de projet. Et puis après, on fait intervenir l'IoT, la blockchain, parce qu'ils ont un objectif commun et tout le monde va aller dans le même sens. Et ça, c'est d'abord un sujet d'accompagnement. Non, effectivement, l'accompagnement est clé. Pourquoi on fait de la traçabilité? Alors, il y a des choses évidentes, hein. La régulation, les autorités vous demandent de tracer tel ou tel produit. Ça, c'est une obligation légale, donc vous n'avez pas le choix. Mais après, quand vous vous lancez sur une traçabilité plus large, il faut déjà définir traçabilité avant l'usine, dans l'usine, après l'usine. Il faut arriver à scoper un petit peu votre projet, sinon vous allez partir dans quelque chose qui est peut-être trop lourd, trop ambitieux, etc. Donc, et sur chaque élément de traçabilité, quel est le retour sur investissement de la traçabilité des palettes ou la traçabilité de tels composants. Pour illustrer un petit peu des ROI qui sont difficiles à estimer et qui sont même pour moi presque impossibles, imaginons que vous utilisiez, et je ne vais pas prendre cet exemple-là par hasard, de l'huile de palme dans la fabrication de vos produits. D'un seul coup, l'huile de palme est dans le collimateur parce que attaqué, parce qu'on fait de la déforestation, il y a des zones où c'est en stress hydrique et on cultive cette huile de palme. C'est un peu une assurance aussi, la traçabilité, parce que vous pouvez communiquer peut-être que vos fournisseurs sont bien gérés dans des zones où justement on préserve les forêts, pas stressé d'un point de vue irrigation, etc. etc. Donc ça, c'est difficile à mesurer. Cependant, si vous êtes attaqué, et là je prends juste l'exemple d'un composant type huile de palme, mais ça peut être sur les métaux. On s'aperçoit qu'on utilise par exemple des enfants pour aller extraire de l'or ou du cuivre, etc. dans les mines. Comment vous pouvez communiquer autour de tout ça et réagir sur une attaque que le marché vous fera. Donc la traçabilité, il y a encore une fois des ROI qui sont évidents et des choses beaucoup plus subtiles qui sont un petit peu plus de l'ordre de l'assurance. Mais à chaque fois, c'est est-ce que vous pouvez être attaqué là-dessus? Est-ce qu'il y a un risque dans votre supply chain? Est-ce que vous devez mieux tracer vos fournisseurs? Enfin, il y a plein de logiques comme ça. Et encore une fois, le coaching, être guidé sur cette implémentation de traçabilité est de mon point de vue très important avec des gens qui ont vécu les mêmes expériences, peut-être même dans d'autres industries. Okay. Et surtout être capable de passer à l'échelle tout de suite après. C'est pour ça que c'est bien de faire de la techno, de faire du coaching, mais souvent on se rend compte aussi, je vais prendre l'acteur qui va faire des choses et puis au bout d'un an, 2 ans, on arrive à une limite, un plafond de verre. Donc après, il faut s'adosser à un industriel pour pouvoir se mettre à l'échelle. On a un vrai problème de mise à l'échelle, que ce soit dans la logique de start-up ou les TPE, etc. Mais ça, c'est connu, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais je rejoins l'exemple, hein, on l'a vu que dans le textile, hein, dès qu'on a su que H&M produisait dans l'usine qui s'est effondrée, etc., tout de suite ça a impacté les ventes. Il y a eu on n'imagine même pas tout ce qui a été béné
tout ce qui a été brûlé, etc. Et ça, c'est en un clin d'œil. Et puis ça arrive chaque fois. Là, il y a un truc qui a brûlé en Chine qui, pareil, paralyse une partie du monde. Au UK, le CO2 dans le monde agroalimentaire, ils sont en crise parce qu'il en manque. Et donc, pareil, ça crée. Il y en a toujours. En fait, c'est un monde VUCA, comme vous avez pu entendre parler, donc volatile, incertain, etc. Donc, il faut pouvoir gérer cette complexité, cette incertitude et prendre des assurances. Au lieu d'investir dans d'autres assurances, fournir des évidences, en fait, pour des consommateurs, pour soi, pour ses investisseurs, pour ses fournisseurs, etc. Peut-être rebondir sur une remarque sur data versus information, oui, parce que c'est essentiel. En fait, par souci souvent de facilité, on va essayer de collecter tout et n'importe quoi, et puis on verra bien après. Sauf que tout ça, ça a un coût, en fait, il faut le stocker. On le stocke combien de temps ? Dans la pharma, on va au-delà de 10 ans. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données ? Donc vraiment, la qualité de la donnée, le fait de pouvoir croire cette donnée est ultra important. Donc c'est pareil, quand vous mettez en place une traçabilité, il ne faut peut-être pas tracer tout ce qu'on a dans l'usine ou tout ce qui vient des fournisseurs. Il faut essayer de cibler et d'être raisonnable sur ne pas faire de la surqualité et de la surtraçabilité. Donc encore une fois, le ROI, vous allez l'avoir justement parce que cette donnée que vous allez acquérir va se transformer en information qui voudra dire quelque chose et qui va générer un KPI, un indicateur, quelque chose, un levier sur lequel vous allez pouvoir agir. Donc encore une fois, dans votre processus de construction de cette traçabilité, pensez à ne pas collecter de la data pour de la data, mais de la data que vous allez mettre sous forme d'information et qui va être utilisée par un opérateur, une personne de la qualité, une personne de la supply chain. Et ça va justifier votre investissement. Voilà, c'est une petite phrase, data versus information, mais qui est essentielle de mon point de vue. Alors, si vous voulez calculer un ROI, pour rebondir encore, c'est vous qui travaillez au niveau de la valeur et non pas au niveau du coût. Parce que c'est deux choses qui sont différentes. Une valeur, c'est ce que le client est prêt à payer, divisé par le coût que ça représente en production. Je prends un exemple. J'ai travaillé avec des gens qui sont dans le luxe. Et l'objectif, c'est de faire la traçabilité de la fabrication d'un sac à main haut de gamme. Et le client est prêt à payer plus cher pour savoir comment ça a été fabriqué, que ça a été fait artisanalement, etc. Donc on a toute la traçabilité du process, qui n'est pas de réduire le coût de fabrication, mais juste d'amener une valeur que le client est prêt à payer. Donc attention, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'une question de coût, il y a les deux, il y a le coût et ce qu'on apporte à l'extérieur. Il nous reste un peu de temps, s'il y a des questions dans la salle, voilà. Sinon on continuera et on essaiera d'avoir d'autres sujets. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça me rappelle l'école, quand on a fait un cours. Non ? C'est toujours la première qui est la plus difficile. Oui, pas de questions. Moi j'ai une question. Alors du coup, on en a un petit peu parlé au niveau de la confiance tout à l'heure. Hein. C'est vrai dans l'agroalimentaire. Il faut savoir que l'agroalimentaire est quand même un pionnier de la traçabilité depuis longtemps. Hein. On a des contraintes entre les... Et encore avec beaucoup de papier. Hein. Et encore avec du papier. Après, c'est l'information. Jusqu'où on va en termes d'information ? Qu'est-ce qu'on partage ? Voilà, c'est toujours la problématique qu'on a. C'est toujours difficile de partager ou de mettre ces informations sur un gros, j'allais dire chez du Microsoft ou sur du Google. Hein, donc, et là, il y a une conduite du changement à faire. Alors là, je me tourne vers Yacine. Cette conduite du changement vis-à-vis des entreprises, vous la faites comment ? En fait, on a la particularité, donc le fait de pouvoir fournir des technologies depuis, je dirais toujours, d'accompagner un peu cette maturité, de voir, j'ai un peu la chance de pouvoir voir au niveau européen un peu les différents mindsets qu'il y a et la manière ou les approches que prennent des entreprises, même des TPE, hein, donc je compare une TPE française, une TPE néerlandaise, etc. Les approches vont être complètement différentes parce qu'il y a cette notion de tests systématiques, de business value, tout de suite, valeur, qu'est-ce que je tire, puis après je vais aller chercher comment j'investis, quelle techno je mets en œuvre. Et puis il y a cet aspect aussi d'accompagnement et de communication. Lorsqu'on veut, je dirais, impliquer des personnes, il faut savoir communiquer la valeur qu'on va leur apporter lorsqu'ils vont partager une donnée.
je donne un exemple simple. Un logisticien, lorsqu'on lui dit partagez des informations de statut sur votre transport, etc. Il dit oui, mais moi je vais partager cette donnée-là pour que mon client l'utilise et puis qu'il me mette encore plus la pression, que le contrat soit encore plus contraignant, etc. Qu'est-ce que j'y gagne? Donc je ne fais pas. Voilà. Mais ça, on crée cette notion de résistance parce qu'on a mal communiqué. Mais si on lui explique, vous partagez l'info, mais vous aurez d'autres informations, vous allez voir passer le message de prise de commande alors que vous le voyez 2 jours plus tard, vous allez mieux gérer votre capacité de transport, vos chargements, etc. Ah, là, oui, d'accord. Là, c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Mais ça nécessite une communication avec chacun pour expliquer à chacun ce qu'il va gagner à partager de la donnée. Une fois qu'on a dit ça, partager de la donnée, c'est risqué. Cette donnée, où est-ce qu'elle va être? Est-ce qu'elle ne va pas être exploitée par un concurrent? Oui, mais on a le même client, on est trois transporteurs, des fournisseurs concurrents, etc. Et c'est là où il faut créer cette notion de confiance. Et pour moi, la confiance, il y a la confiance contractuelle qu'on connaît depuis toujours, mais il y a cette confiance numérique qui se matérialise par la blockchain, dans laquelle c'est par essence une technologie qui ségrègue les données, qui sécurise, qui cloisonne les informations et qui permet à plusieurs protagonistes de partager des données sans risque que d'autres puissent les lire ou les regarder, etc. Et c'est avec ça qu'on est arrivé à mettre autour de la table sur des initiatives comme IBM Food Trust, qui est une solution de traçabilité de produits alimentaires, textiles et autres, etc. Et des gens comme Walmart, comme Kroger, des concurrents comme Carrefour, comme d'autres, et des petits, des très petits, parce qu'il y a cette notion, on lève cette notion de risque à la donnée que je vais partager va être exploitée là et là. Déjà, on crée de la confiance. Et lorsqu'on crée de la confiance, là, on va avoir des données de confiance, parce que ça, c'est important. On peut dire on partage de la donnée, mais c'est de la donnée, c'est du bullshit, quoi. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur, parce que voilà, vous voulez de la donnée, je vous donne de la donnée. Voilà. Mais ça, on ne veut pas arriver à ça, mais avoir de la donnée de confiance. Donc, c'est un processus de communication, de partage de valeur, qui fait qu'on a de la bonne donnée, pas beaucoup, mais utile, et que derrière, c'est un sport d'équipe, c'est-à-dire qu'on va vers un but commun. Et c'est toujours ça l'initiative. Ouais, et pour alimenter un petit peu tout ça, c'est vrai que les mentalités évoluent. Et je dirais que le consommateur, lui, évolue achète de plus en plus par le e-commerce, etc. Donc il y a vraiment des choses qui évoluent. Et dans l'industrie, dans l'entreprise, il y a des choses qui évoluent aussi. Quand on commence à parler de traçabilité, on commence à parler de données. Et donc ça veut dire de l'IT, des serveurs, du cloud, de la blockchain, comme on l'expliquait là, des analytiques. Et pour un certain nombre de gens, ça fait un petit peu peur parce que des données, mais cybersécurité, il faut protéger tout ça. Et donc on a l'impression, pour encore un certain nombre d'industriels, que le papier est bien maîtrisé, et puis c'est plus simple, et puis je prends mon stylo, puis je marque la température que j'ai relevée sur le pasteurisateur ou autre. Donc on a l'impression d'une simplicité versus une complexité. Mais en fait, tout ça est en train de s'inverser de mon point de vue. Déjà, la nouvelle génération n'a plus trop envie de travailler sur du papier. Ils préfèrent saisir des données ou capturer des photos à travers des applications de réalité augmentée, par exemple, des choses comme ça. Et donc, on est en train vraiment de basculer vers déjà des employés qui ont maintenant une volonté et un besoin de travailler sur des outils numériques. Ça ne leur fait plus peur. Et puis la complexité, finalement, on voit que sur le papier, c'était pas si simple, parce que moi, je l'ai expérimenté maintes et maintes fois, demander à un industriel de retrouver dans ces tonnes de papier le dossier de l'eau qui correspond à telle production qui a été faite de façon un petit peu ancienne, et de retrouver le fournisseur qui a fourni la farine qui a été contaminée. C'est extrêmement compliqué, alors que ça devient très très facile quand vous avez informatisé tout ça. Donc on est en train d'avoir un switch, tu parlais de mindset, un espèce de basculement à la fois de génération, c'est un peu trop de dire ça, mais voilà, une évolution des gens qui travaillent dans l'usine, une évolution des outils, et ce qui nous fait peur aujourd'hui, finalement, va devenir la règle et les bonnes pratiques demain. Et la digitalisation en est une, de mon point de vue. Non, mais c'est vrai qu'avec là, on a embauché un trentenaire il y a peu de temps. On contrôlait nos gants avec un réglet, le numéro de l'eau, etc. Et là, on a vu qu'au bout de quelques mois, ça lui prenait la tête.
Et là, on vient de rentrer une nouvelle machine. On a fait fabriquer une nouvelle machine sur la zone de Troyes qui est spécialisée dans la robotique. Et en fait, il vient poser le gant sur une balance. C'est une caméra qui vient prendre toutes les mesures. Ça balance tout ça sous Excel. Ça, je maîtrise à peu près. Donc, effectivement, on est obligé de poser les outils. Et c'est pareil pour tout. Pour un catalogue de pièces, maintenant, ils ont leur téléphone dans l'usine, ils commandent en ligne. Moi, il fallait que j'aille chercher le catalogue, etc. Donc, on est obligé d'y venir. Et c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique parce qu'on tire des stats, on analyse et puis on améliore notre production. On revient sur le ROI, plus pratique, plus puissant. Donc le retour sur investissement devient évident. Dernière petite question, là je me tourne vers l'offreur de solutions qui est en bout. Cybersécurité. Justement, la sécurité, on l'a vu à travers le Covid, le focus que plusieurs entreprises de la supply chain ou de la pharma ont subi des attaques, etc. Donc, c'est aussi une prise de conscience parce qu'il y a eu des attaques. Et donc, il y a eu des immobilisations, des arrêts de production, etc. Et la sécurité va de soi comme un pilier lorsqu'on construit cette notion de traçabilité ou de visibilité ou de transparence de la supply chain. Ça va avec la donnée. Déjà, la donnée que j'ai en ma possession, comment je vais la sécuriser, comment j'y vais avoir accès. Parce que la sécurité, au final, la première faille de la sécurité, elle est humaine. On peut mettre les systèmes qu'on veut, mais si quelqu'un laisse traîner son password dans un post-it sur la machine qui est à côté de la ligne de prod et qu'un intérimaire vient, il la prend, etc. C'est beaucoup des failles humaines. Et même si on met toutes les technologies, on a quand même un grand centre de cybersécurité où on pilote pas mal d'entreprises à ce niveau-là, on se rend compte que c'est juste un ingrédient parmi d'autres ingrédients qu'il faut intégrer dans cette recette qui nous permet de faire la traçabilité. Donc c'est aussi, ça passe par le mindset, ça passe par des technologies qui permettent ça. Donc pour moi, la blockchain permet par essence de fournir ça, mais il y a aussi d'autres systèmes de sécurité, de cybersécurité pour pouvoir garantir cette confidentialité. Et ça va avec un ensemble, c'est un ingrédient. Donc tu considères que ce n'est pas un frein, parce que je reprenais ton exemple, Benjamin, si il doit retrouver le papier dans une tonne le hacker, il ne va pas y arriver. Ah oui, ça c'est en fait, pour moi, cette notion de papier, on a toujours l'impression d'avoir la main. Et donc oui, j'ai toujours la main sur le stylo. Le stylo, j'en fais ce qu'on je veux. Le papier, je peux le déchirer, je peux le jeter. Et c'est cette notion d'avoir la main. Et parce que c'est une donnée numérisée, je n'ai pas la main. On a vécu le cas avec la carte bancaire et le cash. Jusqu'à il y a si peu, beaucoup aimaient le cash parce qu'ils disaient au moins je sens, je sais, j'ai des euros, etc. La carte bancaire, je peux faire ce que je veux avec, je ne le sens pas. Je ne sens pas que je dépense. Et ça, c'est exactement la même chose. Et là, c'est encore un switch de mentalité. Et là, de plus en plus, on le voit tous, qui n'a pas LinkedIn, qui n'a pas Facebook, qui n'a pas... vous partagez tous des données. Et vous ne vous posez pas la question, cette donnée, je la partage, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Il n'y a que la RGPD qui a fait que, mais on ne se pose pas la question, on partage tous des données. La moitié d'entre vous ont déjà la géologue qui est activée par essence. Donc ça remonte déjà des informations. Et voilà, c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Mais juste lorsqu'on veut la poser d'un point de vue entreprise, on se dit « Ah non, attention, etc. etc. » Mais voilà, il faut juste un peu de recul et de poser les choses dans l'ordre. Je suis un peu provocateur. Okay, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va tenir les horaires parce qu'il y a d'autres conférences derrière. On va essayer de ne pas pénaliser ceux qui viennent après. Merci messieurs, et puis je vous souhaite à tous et à toutes un bon salon. Merci. Au revoir, bon retour.